Je suis affecté au Dunkerque. J'ai été adjoint chef ops pendant 4 ans maintenant. Et je m'occupe aussi de la partie arrière de l'avion, sur tout ce qui était maintien en condition du système du Transal Gabriel. Voilà, j'ai commencé maintenant, je suis rentré dans l'armée en 96 en tant que sous-officier et j'ai passé des concours internes qui m'ont permis d'accéder au grade d'officier et officier PN. Donc je suis maintenant pilote depuis 2009 de Transal. Je suis le commandant second de l'escadron, donc de l'escadron Dunkerque, qui met en œuvre le Transal Gabriel. Donc je fais partie d'un des 2 pilotes qui a amené l'avion ici au musée du Bourget aujourd'hui. J'ai à peu près 3500 heures de vol. J'ai commencé ma carrière sur le Transal conventionnel, donc les Transal avions de transport, en 2011. Et puis voilà, je termine le dernier vol à Transal Gabriel en 2022 maintenant. Donc, je suis spécialiste du renseignement dans les communications. Voilà, et je suis directeur de l'interception des communications sur le Transal Gabriel. J'ai commencé en tant qu'opérateur, simple opérateur, en 1991. Donc l'avion était en service depuis peu de temps, finalement, depuis 2 ans. J'ai fait 4 ans en tant que simple opérateur. Et je suis revenu, au fil de ma carrière dans le renseignement, je suis revenu dessus en 2014 en tant que directeur donc, de cette partie interception des communications. Je suis MGE, mécanicien de guerre électronique, à bord du Transal Gabriel. Alors, je suis entré en 2012 sur Évreux et j'ai été embarqué sur le Transal Gabriel depuis 2014, sachant qu'il y a une bonne année et demie, 2 ans de formation. Et après, directement lâché depuis 2016 du coup. L'avion fait du renseignement électromagnétique à la fois stratégique et tactique. Et donc voilà, l'objectif c'est de travailler au niveau des différentes spécialités à bord. Le but est de travailler en corrélation et chacun avec ses compétences spécifiques voilà, apporte une pièce au puzzle pour reconstituer une activité en cours en fait. Donc il y a les spécialistes radars qui vont intercepter tout ce qui est signaux radars. Alors les radars embarqués sur les avions, les radars de veille au sol, les radars des systèmes solaires. Et conjointement, ben, voilà, les opérateurs, les linguistes vont intercepter le trafic. Alors les communications, ça peut être entre avions et contrôle au sol. Voilà. Et on arrive, en combinant ça en temps réel, on arrive à corréler l'activité en donnant le type d'activité et le type d'appareil, par exemple, qui travaille. Étant donné qu'il n'y avait que 2 avions, c'est pour ça qu'on prenait des pilotes aguerris sur Transal conventionnel. La seule chose qui était demandée, c'était de pouvoir, alors, soit de réussir ou déjà d'avoir la qualification ravitaillement en vol, parce que bon nombre de missions étaient dans des pays chauds, l'avion étant lourd vu qu'équipé, la limitation des moteurs faisait qu'on ne pouvait pas mettre beaucoup de pétrole. Et le but est de rester en vol le plus longtemps pour pouvoir capter, pour pouvoir même décoller à des températures assez élevées. Donc il fallait savoir ravitailler en vol. Et cette spécificité était quand même un critère de choix pour l'affectation au sein du Dunkerque. Alors déjà, par ma spécialité au départ, je suis technicien radar sol. Donc j'ai pas au début vocation à être embarqué dans un avion. Donc là, c'est vraiment une chance d'avoir été sur le Transal Gabriel. Et sinon, oui, on a en fait notre poste à bord du Transal Gabriel comporte 2 casquettes. On a la partie qui va être apparentée au mécanicien soutier sur le Transal classique. Donc en fait, sur un Transal classique, vous avez le mécanicien navigant qui s'occupe de la conduite et le mécanicien soutier qui s'occupe de toute la partie arrière. Sur le Transal Gabriel, vous n'avez qu'un seul mécanicien navigant en conduite et du coup, toute la partie sécurité des vols est donnée au mécanicien de guerre électronique. Donc ça, c'est pour la première partie. Et la deuxième partie, c'est tout ce qui est maintien en condition opérationnelle du système embarqué. Alors c'est une même base, c'est la même base entre un Transal conventionnel et un Transal Gabriel.
Maintenant, le Transal Gabriel, il a des antennes supplémentaires qui lui permettent de faire de l'écoute et du recueil de renseignements, avec notamment 2 radomes qui sont situés sous l'avion, des radomes aussi en bout d'aile, des petits tubards en bout d'aile, et puis des antennes sur le dessus de l'avion. Vous avez aussi des bibelous photos qui sont à l'arrière de l'avion, donc situés de part et d'autre de la queue de l'avion. Ses qualités, je dirais sa robustesse, au vu de tous les terrains qu'il a fait partout dans le monde, les posées d'assaut qui ont été faits, hein, surtout avec les conventionnels. Le Transal Gabriel avait besoin d'être, lui, gardé, souvent protégé, donc pas de terrain en sable perdu au milieu de l'Afrique pour ne pas risquer une panne ou ce genre de choses. Mais il est pas abîmé du tout. Les autres Transals qui sont partis dans les musées volent encore, et pourtant ils ont des fois presque 50 ans, ils ont été partout, donc la robustesse, c'est la qualité de cet avion. C'est pas pour rien qu'on l'appelait la Jeep du désert. Et derrière, le fait de pouvoir, je dirais, l'agilité, parce qu'il se pose court, il décolle court, on l'entend pas arriver quand on fait en basse altitude, qu'on prend les bons régimes. Et niveau manœuvrabilité, il est très très agile. On peut arriver sur un terrain vraiment, j'allais dire, c'est compliqué. Arriver de n'importe où sur un terrain, on arrivera à faire la piste. Si le pilote est bon, l'avion le fera. Le Transal est un avion qui est très maniable, qui est équipé d'aérofreins, qui est très souple aux commandes parce que c'est de l'hydraulique. Alors, effectivement, je fais de l'avion beaucoup plus moderne, mais beaucoup plus petit. Et la sensation est largement plus agréable en Transal. Il a beau être gros, il est manœuvrant, il freine, il est très bien, même s'il est un petit peu sous-motorisé. C'est un avion qui est très, très, très agréable à piloter. On est 5, en gros, enfin minimum 4 personnels navigants. Et derrière, il y a du coup 14 opérateurs et un mécanicien de guerre électronique. On a un poste radio qui est différent de celui du Transal conventionnel, parce qu'on peut discuter sur la même boucle radio, et on discute essentiellement avec un officier renseignement qui, lui, dirige après les orientations renseignement. Donc lui nous propose des trajectoires. Nous, en fonction du contrôle, on dit si c'est possible, si c'est pas possible. On essaye d'orienter l'avion au mieux, parce que l'avion a les capteurs sur les côtés. Et du coup, on capte sur un angle de 120 degrés de chaque côté. Donc évidemment, suivant où se trouve la cible, ou pour localiser plus précisément, il vaut mieux avoir la cible de travers. Donc on communique comme ça en interne, sachant que lui, l'officier renseignement, était en même temps relié souvent à un chat satellite pour pouvoir envoyer ou recevoir des orientations en temps réel. Alors il y a un réseau de bord, en fait, sur lequel on est tous connectés. Alors il y a une partie réseau, les opérateurs radars ont leur réseau. On a les opérateurs linguistes ou pour les communications ont leur propre réseau, et en direct, ils rendent compte de leur activité. Donc les linguistes rendent compte de leur activité au directeur Comint, et ensuite, les directeurs, eux, se comparent et se confrontent les activités qu'ils ont. Et à l'instant, c'est dans la minute, en fait. Avec cette possibilité d'avoir un azimut sur les missions en cours. Les opérateurs radars ont un azimut d'arrivée de l'émission qu'ils perçoivent, et c'est la même chose pour les Comint. Et donc on arrive en ayant un même azimut entre les opérateurs radars et les opérateurs des communications, on arrive à avoir une même activité. On arrive à corréler l'activité. Sur des Transal conventionnels, on peut faire des missions longues en logistique, comme on peut faire beaucoup de missions courtes dans une journée en logistique, des sauts de puces poser, charger, ce qui se passe beaucoup en Afrique, ou des missions longues quand on doit amener du matériel de France sur un site un petit peu plus loin. Nous, on se basait à un endroit et on
On décollait à la charge maximum pour pouvoir rester le plus longtemps en vol et on se posait avec le pétrole minimum pour vraiment gagner pour pouvoir comment dire, exploiter l'ensemble des capacités du Transalp. Bon, il n'y avait aucun intérêt de faire des vols d'1 heure parce que vous comprendrez bien que le temps d'arriver au niveau, le temps d'arriver sur zone, il fallait employer le plus possible le carburant à bord. Des fois, on décollait à 2 heures de l'objectif, tout ça pour rester 1 heure ou une demi-heure dessus. Donc il fallait vraiment tout optimiser. Alors on optimisait nos consos de montée, on se mettait à des régimes d'endurance maximum quand on était sur zone. Et la conduite est différente. On ne gère pas du tout, on gère pas les mêmes missions. On gère pas les mêmes missions. Les vols de recueil en moyenne durent entre 6 et 8 heures. On est déjà allé au-delà pour information. Le record est à 13h40 à peu près. Donc ça fait des longs vols. Donc forcément il y a de l'occupation. Comme je vous disais, tout ce qui est maintien en condition déjà du matériel. Alors, moins ces derniers temps parce qu'avec toutes les différentes rénovations du système, on est arrivé sur une certaine qualité au niveau du maintien des systèmes sans panne. Et on avait la possibilité de régénérer tout ce qui est disque dur dans l'avion, tout ce qui est carte, on pouvait les changer. On a vraiment 90% du matériel de rechange qui était disponible à bord de l'avion. Donc on changeait en temps réel. Donc ça, c'est une grosse partie du travail à bord de l'avion. Après, on a toute la partie, pour la partie SV, on s'occupait des repas, vu qu'on part pour 6-8 heures, forcément on mange à bord. Donc on a toute la partie préparation du repas pour l'ensemble de l'équipage. Il y a ce qu'on appelle le rejeu. Donc là, on est en phase de restitution et on reprend. Alors chacun dans son corps de spécialité reprend l'activité. Les linguistes qui, de toute façon, tout le trafic qui a été intercepté en vol et qui a été écouté et analysé une première fois pour la pertinence, ce trafic est réécouté au sol parce que l'avion fait que avec la qualité sonore qu'il y a et puis les différentes conversations qu'il y a en cours, on accepte le fait que tout le trafic n'a peut-être pas été entendu. Il y a peut-être des éléments pertinents qui vont être trouvés à nouveau en réécoutant le trafic qui a été pris en vol. Une des particularités de l'avion aussi, c'est qu'il soit ravitaillable en vol. Donc une des anecdotes que je peux raconter, c'est ça, c'est le ravitaillement en vol, donc qui pour un pilote, c'est quelque chose d'assez intéressant, d'assez technique. Pour les pilotes, c'est un moment à chaque fois très particulier. Et une anecdote que je peux raconter, c'est sur un retour de mission en Afrique. On avait passé pas mal de temps là-bas, on avait hâte de rentrer en France. Et on avait fait une escale à Dakar. Et le vol de Dakar à Évreux, normalement, se fait en 2 étapes. 2 ou 3 étapes avant de pouvoir entrer sur Évreux. Et on a profité d'un Hercule espagnol qui était sur Dakar pour pouvoir faire un ravitaillement en vol au départ de Dakar et rentrer en direct sur Évreux. C'est quelque chose qui s'était jamais fait, en tout cas en Transat Gabriel. On a fait en ravitaillement en vol, on a fait le plein maximum de l'avion, donc c'est-à-dire que l'avion, on a monté à sa capacité maximale, et on a fait le trajet en direct de Dakar à Évreux, donc on a été aux limites de l'avion, que ce soit en limite en termes de pétrole ou en termes d'amplitude de vol. On a fait des missions du côté de la Jordanie. Nous étions basés sur H5. Et c'est des pays assez chauds qui n'ont pas l'habitude de voir de la neige. Donc nous sommes partis pour faire une mission standard de 6 heures de vol. Et au bout de 4 heures de vol, il a commencé à neiger. Donc nous, on le savait, ce n'était pas un problème pour nous, pour pouvoir se poser. Ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est qu'en Jordanie, eux n'avaient pas l'habitude et du coup ils ont fermé toutes les pistes d'atterrissage en Jordanie. Donc on s'est retrouvé au-dessus de l'Irak sans pouvoir rejoindre notre terrain dont on avait décollé et où on avait nos affaires. Il a donc fallu continuer, trouver un terrain pour se poser et on était en Arabie Saoudite. Donc pas attendu, néanmoins en short pétrole, donc ils ont été obligés de nous accueillir et on a passé 3 jours là-bas, le temps que la tempête de neige se calme et voilà, on a été enfermés dans un bâtiment sans affaire de rechange pendant 3 jours. C'était de la cohésion, c'était assez sympathique. Les meilleurs souvenirs que j'ai, ce qui concerne un type de mission, c'est les fois où on a intercepté du trafic. Par exemple, un avion qui décolle sur alerte, et en fait, il vient sur nous pour venir nous identifier.
Et là, il y a quelque chose de magique parce que voilà, on entend d'abord l'avion décoller sous son contrôle, et puis il arrive effectivement à côté de nous. Et voilà, il détaille que c'est un Transal Gabriel, tel numéro, et voilà. Et donc là, ça concrétise bien et c'est des moments magiques à chaque fois. Enfin, en tout cas, moi, je les perçois comme magiques. Voilà. On est toujours dans les zones internationales et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Tout le monde doit respecter les conditions d'approche d'un avion militaire. Voilà, un intercepteur qui vient reconnaître un autre avion, il doit respecter certaines consignes. Donc voilà, et à chaque fois, ça se passe très bien en fait. Donc voilà, ce sont des beaux moments. Ouais. C'est vrai qu'on a fait quand même pas mal de missions sur ces 8 dernières années pour ma part. Je me rappelle avoir fait un échange d'hélices à l'étranger. On était 6 ou 7 sur l'avion à devoir changer l'hélice, qui n'est pas notre spé, mais tout le monde met la main à la pâte quand c'est comme ça, quand on a une panne à l'étranger. Et effectivement, ouais, ça restera longtemps, je pense. Il n'y a pas énormément de pays qui ont cette capacité en Europe. On a les Anglais qui ont du RC-135, comme les Américains d'ailleurs. Tous les pays européens n'ont pas cette capacité. Oui, alors la base d'Évreux n'est pas forcément tournée vers le Transal Gabriel. Vous avez bien compris que c'est un avion de renseignement qui n'était pas spécialement connu il y a 10 ans de ça, qui est mis depuis peu en lumière via son intégration dans des théâtres opérationnels, alors qu'avant il faisait beaucoup plus de stratégique. Donc il est intégré sur la base d'Évreux autour de 3 autres escadrons conventionnels. Il y a sur la base d'Évreux presque 3000 personnes. Il y a beaucoup d'unités, hein, ça ne tourne pas du tout autour. On est une unité à part, mais comme beaucoup d'unités sur toutes les bases. Voilà. Alors, je pensais à un avion rare. Donc, très peu d'alliés possèdent ce type d'avion. Donc c'était une expertise que détenait la France et qui était une expertise rare et donc qui était appréciée au sein de l'armée de l'air et de l'espace, mais au sein des armées de façon plus générale française et aussi au sein de nos alliés, il était apprécié sur les cas d'opération. Une époque de ma vie. Une époque de ma vie parce que forcément, comme tout pilote de Transal Gabriel, j'ai commencé sur Transal, donc je savais qu'il était là, j'avais déjà eu l'occasion de revenir et effectivement, la mission qui est faite en Transal Gabriel est totalement différente. Je pense que peu de gens ont eu l'occasion de voir l'intérieur d'un Transal Gabriel et de se rendre compte de la différence avec un Transal conventionnel. Et je pense que oui, ça vaut le coup d'être vu et ça doit être vu, montre au public ce que la France fait depuis quelques années, plus de 20 ans, 25 ans, avec cet avion qui est l'un des seuls en Europe à pouvoir faire ça, avec des spécialistes, plus que spécialistes, parce que du coup, il n'y a que sur cet avion, sachant qu'il n'y en a que 2, où ils peuvent exercer ce métier-là, ils se forment entre eux, il n'y a pas de simulateur, il n'y a pas d'entraînement, si ce n'est en opération, donc c'est vraiment particulier. Voilà. Ah bah, je pense que oui, c'est très intéressant parce que pour un même avion, on a 2 versions qui sont très différentes. Donc je pense que c'est intéressant de pouvoir montrer les différences, enfin les différentes versions qu'on peut faire à partir d'une même cellule, en fait. Une grosse fierté, je pense, d'avoir ces 2 avions qui sont mis à l'honneur au musée. Je pense qu'on va perdre pendant longtemps cette capacité qu'offrait le Transal Gabriel et d'être mis à l'honneur comme ça, de pouvoir être vu par un grand public, c'est une fierté. Comme tous les autres, oui, en sachant que ce serait sûrement le dernier. Maintenant, c'est du concret. Content que l'avion soit ici, et puis voilà, c'est une page qui se tourne quand même. Et voilà, il y en aura d'autres avions. Je voulais être dedans. Et on m'a autorisé à être là. Donc,
j'en suis très satisfait. En essayant de ne pas se poser la question, justement, en essayant de ne pas se dire c'est le dernier vol, voilà, donc c'était comme ça, pour moi en tout cas personnellement, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je me dis, je vais pas à l'avion pour me dire que c'est le dernier vol de l'avion, je vais pas, effectivement ici on arrive au musée, donc c'est difficile de se dire que c'est pas le dernier vol, mais c'est comme ça que je me suis préparé, en France en me disant, je prends l'avion et je le prépare comme n'importe quel dernier vol, et puis en me disant, je retournerai dedans, même si maintenant ça devient dur de se le dire, mais ouais, voilà, c'est comme ça que je me suis préparé, ce n'est pas le dernier vol. C'est beaucoup de tristesse de quitter cette mission du Transal Gabriel, parce qu'on a quand même vécu de bons moments. Comme on le disait, on est 20 dans l'avion. Quand on part en détachement, on est une trentaine ou une quarantaine. C'est comme une grande famille, et c'est vrai que de perdre ces moments, ça va être très dur de maintenant faire que du bureau ou un peu de terrain. J'ai ressenti déjà une grande chance de pouvoir voler dessus, parce qu'au départ, ma spécialité n'a pas vocation à être embarqué. On est très peu en France. Et le fait de pouvoir vivre ces moments d'escadron, parce que c'est vraiment un escadron qui est soudé. Au départ, on peut être une centaine de personnes. Quand on part en détachement, on est 30. On voit des liens qui se tissent. Non, c'est vraiment un très, très bon moment aussi bien le premier vol que le dernier vol, tout le long de ma carrière au sein du Gabriel, c'était une très bonne expérience. Le Transal Gabriel, c'est un avion qui a bercé toute ma carrière. Toujours, j'ai commencé, c'est le premier avion sur lequel j'ai volé, et c'est peut-être le dernier en fait. Donc effectivement, ouais. Là aujourd'hui, c'est un jour rempli d'émotions, mais aussi de satisfaction, parce que voilà, l'avion n'est pas ferraillé. Et je pense que c'est une très belle chose qu'il arrive dans un musée, tel que le musée de l'Air.